Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble ce qu'est devenu cette infraction de prise illégale d'intérêt depuis qu'elle a été changée par la loi sur la confiance en l'institution judiciaire et par la loi 3DS, fin 2021, début 2022. Mais d'abord, rappelons ce qu'est cette infraction. Et rappelons que c'est une infraction très dangereuse. Pourquoi c'est dangereux? C'est, selon par exemple les statistiques d'Observatoire de la SMAC, la première cause de mise en examen et de condamnation des élus locaux, et c'est un risque important également pour les agents publics, fonctionnaires ou contractuels. De quoi parlons-nous? Il s'agit d'une sanction du fait d'avoir été des deux côtés dans une affaire publique. D'un côté, on est élu ou agent, et de l'autre côté, on a ses intérêts personnels ou ceux de ses proches qui peuvent être impactés positivement ou négativement par les affaires publiques dont on a par ailleurs la charge. Donc c'est les doubles casquettes qui portent le chapeau, et cette infraction est dangereuse parce qu'elle touche des élus honnêtes. Je m'explique. Si vous ou moi, on va voler des bonbons dans un supermarché, on sait qu'on commet une infraction. Notre morale nous dit que ce n'est pas bien avant même que le vigile ne nous le dise. Bien. Eh bien là, c'est une infraction qui touche des gens honnêtes en cela que cette infraction est potentiellement constituée même quand notre morale ne nous dit pas encore « Ah, attention, c'est dangereux, c'est pas bien ». Car des élus qui se retrouvent poursuivis ou parfois condamnés en la matière, très souvent, ou des cadres, se retrouvent dans des domaines où ils se disent « Mais non, mais j'ai rien gagné, moi, j'ai même plutôt perdu, je fais exprès d'y perdre ». Eh ben, peu importe. En 1905, la première affaire en la matière, il y a un élu qui négocie avec ses propres fournisseurs pour qu'ils fournissent encore moins cher un hôpital dans les domaines où cet élu avait un pouvoir de négociation très fort. Il a fait exprès d'y perdre, et ben peu importe, ça suffit pour qu'il soit condamné. Cour de cassation criminelle 1905. Bref, ce délit sanctionne le fait d'avoir pris, reçu ou conservé, un intérêt quelconque, nous y reviendrons, dans une affaire dont on a l'administration, la surveillance, l'administration, liquidation ou paiement. Le fait d'avoir pris, reçu, conservé un intérêt quelconque dans une affaire dont on a l'administration ou la surveillance. Et comme le disait le grand juriste Portalis, ça a pour but de sanctionner jusqu'au soupçon de mêler des vues d'intérêt privé avec les grands intérêts publics confiés à la sollicitude des acteurs publics. Attention, à côté de cette infraction pénale de l'article 432-12 du Code pénal, il y a toute une ribambelle de textes qui imposent de sortir de la salle et de ne pas participer au vote pour les conseils municipaux, de se faire substituer pour les actes qui concernent le maire pour des contrats, pour des contentieux. Il y a des textes particuliers sur les ventes de coupes à fougères, de bois, sur l'expropriation, sur la délivrance de permis de construire. Et il y a même un article du Code civil en la matière. Bien. Pourquoi est-ce une infraction dangereuse, donc même pour les élus et les cadres honnêtes? Eh bien parce que le juge a une vision extrêmement extensive de cette infraction et de l'intérêt concerné. Donc, une personne sera supposée d'abord avoir l'administration ou la surveillance d'une affaire, donc un intérêt quelconque dans une affaire dont on a l'administration ou la surveillance, mandatement de liquidation, et pour une affaire, donc un intérêt personnel ou pour celui pour lequel on est mandataire. L'administration ou la surveillance, ça va aller même indépendamment des délégations de signature ou de compétences. Un élu a pu avoir l'administration ou la surveillance d'une affaire juste parce qu'il était membre d'une assemblée délibérante dans certains cas, mais en ayant un magistère particulier en ce domaine. En l'occurrence, un notaire qui donne son avis sur le sujet, concernant l'administration de la commune pour ses biens. Autre élément, on peut avoir l'administration ou la surveillance d'une affaire sans être le vice-président en ce sujet, juste parce qu'on est membre de la commission permanente du département. Donc, vous voyez qu'on a une administration et une surveillance de l'affaire beaucoup plus large que ce qu'on croit usuellement. Ça ne dépend pas uniquement des délégations que l'on a quand on est adjoint, par exemple. Et l'intérêt moral, surtout, est également sanctionné. Alors, là, il faut qu'on distingue ensemble. Jusqu'aux années 90, on allait censurer des élus, même qui faisaient exprès d'y perdre, dès qu'il y avait une interaction possible entre leur intérêt personnel et leur intérêt public. Je sais pas, un élu qui accepte de faire un échange de parcelles avec un autre propriétaire, parce que cet autre propriétaire mettait ça comme condition pour vendre un terrain à la commune. Le maire, il perdait, c'était prouvé, il avait fait exprès d'y perdre, c'était plutôt malheureux pour lui, et ben peu importe. Condamné, parce qu'il y avait eu une interaction possible entre l'intérêt du maire en tant qu'exploitant agricole et ses fonctions de maire. On a vu, évidemment, alors là, pour le coup, des maires condamnés pour avoir recruté des gens de leur famille dans la commune ou même en personnel de cabinet, avant même que deux lois du 15 septembre 2017 n'interviennent sur ce point précis. Mais, à partir des années 90,
On a commencé à voir le juge pénal censurer des gens qui traitaient d'affaires qui avaient cette même interaction potentielle avec la vie de leurs proches. Pour un enfant, ça peut être simplement, j'ai un agent qui est stagiaire, il va passer titulaire, entre-temps le père de cet agent est devenu maire, il se retrouve maire quand l'agent passe titulaire, il faut qu'il se fasse substituer, sinon c'est du pénal. On va commencer à avoir des élus condamnés pour avoir pris des décisions qui ont un impact sur leurs cousins, leurs beaux-frères, etc. Lara Kaufman, par exemple, j'ai un garage. Devant le garage, il met ses véhicules. Mais en réalité, les véhicules, ils sont sur le terre-plein, vous voyez, qui est déjà la voie communale. Eh bien, la mairie aurait dû percevoir une redevance d'occupation domaniale sur ce garagiste. Expliquer ça à beaucoup de communes rurales, Du coup, c'est une concussion, d'une part, et une prise illégale d'intérêt, car entre-temps, un nouveau maire a été élu qui était le beau-frère du garagiste. Je vais mieux vous dire que les deux beaux-frères, ils ignoraient qu'ils avaient ce risque-là à encourir. Donc, on commence à avoir un intérêt moral pour des enfants, des cousins, des beaux-parents, ça va loin. Et même dans une affaire récente, pour un ami. Eh oui, un ami du maire va s'implanter dans la commune donne une garantie d'emprunt à cet investisseur qui vient implanter un golf sur des terrains privés, dans le territoire communal, mais sans acheter des terrains à la commune. Le lien d'intérêt était éloigné, mais bon, il y a une garantie d'emprunt. En même temps, on donne une garantie d'emprunt quand j'ai un investisseur qui vient s'implanter sur le territoire de la commune, c'est classique. Comme c'est un ami de 30 ans du maire, boum, condamnation. Alors, quand on connaît les faits de l'espèce, on peut relativiser le débat sur le point de savoir si c'est choquant ou pas. Mais en tout cas, c'est dangereux. Et la même chose appliquée à d'autres cas, dans la commune, tout le monde se connaît, on a des amis, voilà. Bon. En revanche, un élu, par exemple, qui obtient la satisfaction morale que enfin il soit élu et qu'il puisse mettre en œuvre tel projet ou bloquer tel projet qui lui pose un problème à sa conscience ou à sa vision de la politique, ça n'est pas une prise illégale d'intérêt. Un élu qui dit « je veux absolument qu'il y ait une ATSEM par classe » et qu'il l'obtient, n'est pas en prise illégale d'intérêt. Oui, mais si cet élu est par ailleurs enseignant et que du coup ça change sa vie d'enseignant, il devient en situation potentiellement de conflit d'intérêt. Et puis pour les associations, pareil, on commence à avoir des élus qui vont donner des subventions à des associations sportives. S'ils en sont présidents et qu'ils n'y représentent pas la commune, ils sont présidents parce qu'ils sont présidents du club de foot, parce qu'ils font du foot et que leurs enfants font du foot, on peut glisser vers de la prise illégale d'intérêt. En revanche, si je suis adjoint au sport et que je donne une subvention au club de foot, mais que, mes enfants sont au foot, mais moi je suis pas ni président ni trésorier de l'association, là on ne sera a priori en l'état de la jurisprudence aujourd'hui pas encore en situation d'intérêt, Dieu merci. Ouf, tout ceci est donc très dangereux. Encore récemment, un adjoint au maire a été condamné pour avoir remis de sortir de la salle et il a participé au vote alors qu'on parle d'une subvention à une association dont il était trésorier. Donc il y a prise illégale d'intérêt, même sans intéressement, même sans intérêt. En 1961, déjà, la Cour de cassation a dit que ça se consomme par le seul abus de la fonction, même sans recherche d'un gain ou d'un avantage personnel. Autrement dit, il y a prise illégale d'intérêt sans intérêt. Il y a quelques dérogations et quelques échappatoires. D'abord, il y a quelques dérogations à la fin de l'article 432 pour des communes de moins de 3500 habitants, quand on va prendre un terrain à bail ou ce genre de choses. Attention, en manière de précaution, mais oui, ça existe. Et puis surtout, il y a les procédures de déport. Que va-t-on faire? Si je suis simple conseiller municipal, je vais pas participer au vote et je vais sortir de la salle parce qu'il y a eu des cas de censure juste parce qu'on exerçait une influence sur ses petits camarades, même en étant silencieux et en ne participant pas au vote. Donc on sort de la salle, on ne participe pas aux commissions, on n'envoie pas 5 courriers électroniques pour dire qu'il faut préparer une délibération dans un sens qui intéresse vos intérêts personnels, sinon on sera condamné et là pour le coup ça ne sera que justice. Deuxième possibilité, je suis adjoint au maire. Si je suis adjoint au maire, on va travailler pour enlever de la délégation de fonction tout ce qui peut être un intérêt personnel pour cet élu, et c'est à voir au cas par cas. On a eu des élus qui s'occupent par exemple de la lutte contre l'incendie, qui prévoient des cartographies de dessertes forestières de lutte contre l'incendie, et ça permet en réalité d'amener l'eau potable à leur domicile, évidemment condamnation. Un maire qui s'occupe de la voirie, qui comme par hasard fait l'élargissement d'un chemin vers son domicile, intérêt personnel, condamnation. Ça ne veut pas dire que c'était idiot d'élargir le chemin. Ça veut dire que sur cet élargissement de chemin, il fallait que ce soit pas lui qui soit le rapporteur de la délibération et que le maire donne ce dossier-là à un autre adjoint par une délégation écrite et qu'on n'ait pas 3 échanges de mails ou traces de ce qu'il y a une influence de l'élu intéressé, bien sûr. Parfois d'ailleurs,
transférer la gestion d'un domaine de compétences à l'intercommunalité par les articles par exemple L52111416.1, 5216.7.1, 5215.27 selon les types de communautés, est une solution aussi pour éviter les conflits d'intérêts. Et puis j'ai le maire. Voilà, j'ai le maire qui peut être concerné, ou le premier adjoint, ou le deuxième adjoint par suppléance, qui peuvent être concernés, et là, on peut pas, dans le cas du maire, changer les délégations de fonctions. Et on fait quoi? Dans ce cas-là, on réunit le conseil municipal, qui va, sous la présidence de quelqu'un d'autre et sur convocation de quelqu'un d'autre, dire que le maire est en situation d'empêchement, parce qu'il a un risque de conflit d'intérêts, et que donc on va désigner quelqu'un d'autre, en commune, pour gérer le dossier. Alors, sortir de la salle, ou faire ce genre de choses, vous allez me dire, oh, ça fait coupable. Vous avez raison, nos concitoyens sont soupçonneux, passent leur temps à vilipender les élus et les cadres territoriaux ou de l'État sur les réseaux sociaux de manière parfois ignoble, en tout état de cause regrettable. Ok, mais il y a une manière de le gérer. Si on dit « Ah, j'ai un conflit d'intérêt, vous comprenez, il faut que je sorte de la salle », on est mal. Mais si on dit « Écoutez, moi, sur ce genre de dossier, je vais éradiquer jusqu'au soupçon, donc vous comprendrez que je sorte de la salle », dans ce cas-là, au contraire, on est le chevalier blanc, tout va bien. Donc tout est dans la manière aussi de le gérer, y compris médiatiquement. Et le maire, dans ces cas-là, ne sera pas en charge, par exemple, de la délivrance d'un permis de construire, par exemple, un pilotage d'une réforme de l'urbanisme qui pourrait concerner des terres qui l'intéresseraient à titre personnel ou pour les gens de sa famille. Voilà. Alors vous allez me dire, dans certaines communes rurales, ça concernera presque tout le monde. Oui, et il y a eu quelques jurisprudences tolérantes en la matière. Commune d'Ota, 86 de mémoire du Conseil d'État, ils étaient tous cousins, ils étaient tous concernés. Le juge a dit, dans un pareil cas, on va dire que c'est bon. Voilà. Enfin, ne comptez pas trop avec trop d'optimisme sur l'indulgence future du juge. Il ne faut jamais trop y compter avec un espoir démesuré. Ah oui, mais alors vous allez me dire, ok, donc j'ai un mode d'emploi, je fais sortir les gens de la salle et pas participer. Si c'est des adjoints, je travaille sur les délégations de fonction. Si c'est le maire ou premier adjoint et qu'il y a un risque de suppléance, je désigne quelqu'un d'autre. Le conseil municipal désigne quelqu'un d'autre. Oui, sauf que ce droit-là, des conseils municipaux qui désignent quelqu'un d'autre que le maire, n'existe pas pour les départements et les régions. Oui. Mais comme l'élu est considéré comme absent ou empêché, vous pouvez aboutir au même résultat par une procédure presque identique. Et puis, la loi a changé. Elle a changé même 2 fois. À chaque fois sur la base de propositions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. On a modifié l'article 432 du Code pénal par la loi sur la confiance en l'institution judiciaire fin 2021. Et en février 2022, c'est la loi 3DS qui a changé. Ouais, sauf que ça change pas tant que ça, et qu'il ne faut pas regarder avec un optimisme démesuré ces modifications législatives. Hélas. Je m'explique. D'abord, modification de 2021, loi sur la confiance en l'institution judiciaire. Désormais, l'intérêt moral qui avant était quelconque, sous-entendu quelconque n'importe quel intérêt, eh bien désormais, seule sera sanctionnable la prise d'intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de la personne à qui était confié ce dossier. Alors, on pourrait se dire, c'est pas bête, oui, c'est pas non plus si rassurant que ça. Je m'explique. Allez voir un juge pénal et dites-lui que c'est une affaire que vous aviez eu à gérer en tant qu'élu municipal, départemental, régional, en tant que cadre territorial, en tant que cadre de l'État, hospitalier, universitaire. L'affaire que vous aviez eu à gérer concernait votre cousin, votre petite cousine, votre beau-père, votre époux ou votre épouse, ou autre. Ou un ami de 30 ans, on l'a vu. Et vous n'avez pas perdu votre objectivité, votre indépendance ou votre impartialité. Le plus probable, hélas, c'est que le juge va nous dire que on reste dans un cadre qui est presque inchangé. Parce que le juge va sans doute nous faire une sorte de présomption de ce que quand quelqu'un de ma famille ou moi-même sommes concernés, il y a une perte d'objectivité, d'indépendance ou d'impartialité. Le juge a fait presque la même chose déjà en favoritisme en disant si on fait une faute, on va présumer que tu l'as fait exprès. Ce qui est quand même un peu gonflé. Le plus probable, c'est qu'on aura ce genre de présomption qui va apparaître. Donc, là où la solution eût été de ne sanctionner que ceux qui y ont gagné quelque chose, où on semble avoir pu faire les choses de manière à y gagner, et là, évidemment, un élu ou un cadre qui a un conflit d'intérêt et qui gagne à cette occasion-là, ou qui a tout fait pour y gagner à cette occasion quelque chose de positif, évidemment qu'il doit être sanctionné. Nul n'en disconvient. Mais là, ce n'est pas ça qui a été modifié. Ce qui a été modifié, c'est la perte d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité, qui risque d'être présumée assez vite par le juge. Donc, première réforme, et je le crains, c'est pas certain, je le crains, premier coup d'épée dans l'eau. Bien tenté. Et puis on a eu, en droit administratif, la modification de la loi 3DS. Et là, je dirais que c'est un peu plus carré, un peu plus rassurant, toujours sur les propositions sénatoriales, reprenant les suggestions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
où on va nous dire que quand vous allez représenter, vous, élus communaux, la commune dans une société publique locale, une SEM, une association, vous, élus départementaux ou régionaux, votre collectivité dans ces associations, SEM, etc., eh bien, a priori, vous n'êtes pas en situation de conflit d'intérêts, ni en pénal, ni en droit administratif. Attention, les choses sont rédigées de manière un peu plus subtile que ce que je viens de vous en dire, et donc il continue à devoir être opéré un contrôle au cas par cas. Mais je voulais vous le signaler, et puis finir par quelques sources que voici. Voilà, je voulais, en un peu moins de 20 minutes, faire le point sur cette infraction dangereuse, sur ses applications, sur les mesures de prudence à respecter, et sur les changements à prendre en compte. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau et associés, en général un peu plus courtes. Merci, au revoir.